Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour le dernier Hoop Culture de l'année 2024. Pierre Armand et moi-même, déjà, moi je voudrais commencer par vous remercier d'avoir été avec nous toute l'année. On espère que vous allez passer de super fêtes de fin d'année, que vous allez pouvoir faire un petit break comme ce sera le cas pour nous. Pierre, comment tu te sens à l'approche des vacances? Parce qu'on sait que les fêtes de Noël, enfin les fêtes de fin d'année, parfois c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, on voit de la famille. Comment tu vis ça toi habituellement? Écoute, c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver. On en profite, tu sais qu'on vieillit, donc chaque fête tous ensemble est un moment privilégié. Et c'est du temps qui reste. Donc voilà, non, c'est toujours sympa. Moi, j'adore l'avant. J'adore faire des cadeaux aux gens que j'aime beaucoup, donc je me triture bien les méninges. Autant dire que moi, mes cadeaux sont prêts depuis presque mi-août, tellement j'adore ça. Chapeau, je suis admiratif. Je suis rarement à la bourre pour ces trucs-là. Donc voilà, c'est quelque chose que je vis sereinement. Ok, bah écoute, moi je t'avoue que je pense que c'est une des années où j'avais tout bouclé le plus tôt, parce que d'habitude je suis pas très fort pour anticiper les trucs. Force aussi s'il y a des parents parmi vous, parce que c'est quand même pas toujours les vacances les plus reposantes, hein, notamment si vous avez des enfants en bas âge qui remontent de chez leurs grands-parents avec une semi-remorque de cadeaux qu'on sait pas où foutre dans la chambre et qui de toute façon seront utilisés à peu près une fois et demie dans les 12 prochains mois. On est avec vous. En tout cas, voilà, pour ce dernier numéro de l'année, on a décidé de faire un truc un peu spécial. En rapport, en corrélation avec notre livre GOAT, voilà, que vous êtes nombreux à avoir commandé. On vous remercie pour les commandes, on vous remercie pour les retours aussi que vous nous en avez fait. Alors autant dans le livre, mais comme on vous l'a dit, il y a des classements très sérieux sur lesquels on s'est pris la tête quand même à faire pas mal de recherches, c'est argumenté sur tous ces classements. Il y en a d'autres qui sont un peu plus subjectifs. Aujourd'hui, on a décidé de faire full subjectif, que du subjectif, c'est no GOAT à nous, à Pierre Armand et à moi-même. Ça n'implique la responsabilité de personne que la nôtre. Et on va essayer de taper dans le basket, dans la culture, dans un petit peu tout. Pierre, est-ce que tu veux lancer le premier GOAT? Je vois surtout que tu as un GOAT derrière toi, un livre, un sur ta table. J'imagine qu'il y en a un dans ta cuisine. Le mec ne veut pas trimballer ses livres, il en veut un. Il est comme Jordan qui surveille chaque match avec une paire de chaussures neuves. Lui, dans chaque pièce, Théo, il a une paire neuve. Classement qu'il découvre, il faut qu'il soit neuf. C'est pour pouvoir faire comme LeBron, je suis à la page 1 du livre dans chaque pièce de chez moi. C'est pauvre le monde qui a rien demandé, qui s'en prend une d'entrée. Allez, bim, c'est fait. Théo, bah, on va mêler, hein, vous savez, comme on aime faire un petit peu la culture un petit peu plus générale, le basket, etc. Théo, tu as proposé un paquet de. J'avais pas proposé, moi, quelques tu préfères. Toi, tu as proposé quelques classements de GOAT. Et le premier que tu m'as envoyé, c'est celui des films concernant le basket. On en aura un peut-être tout à l'heure sur les films tout court. Mais en tout cas, sur les films de basket, toi, Théo, quels sont tes GOAT à toi? Sachant qu'on va pas vous faire un top 10 ou quoi que ce soit. On va en balancer un ou deux ou trois ou quatre. Mais voilà, il n'y a pas de classement particulier. C'est ce qui nous vient à l'esprit en premier. Ouais, voilà. Alors moi, j'en avais trois qui me viennent en tête et je crois qu'on avait déjà parlé hein, forcément de ces trois-là. Il y en a un, c'est, je pense, c'est le meilleur. Et il y en a un autre qui est mon film de cœur parce que je l'ai maté tellement de fois. C'était tellement au centre de nos délires avec mes potes quand on allait jouer dehors. Les deux films dont je parle, c'est E God Game, bien sûr, qui est, je pense, quand même probablement le meilleur film en rapport avec le basket, d'un point de vue cinématographie, acting, etc. Et l'autre, c'est White Man Can Jump. Voilà, c'est encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit, mais je l'ai revu récemment avec ma fille qui est à fond dans le basket. C'est un film qui a super bien vieilli. C'est marrant, il y a beaucoup de street et moi j'ai beaucoup joué dehors quand j'étais gamin. Donc c'est les deux premiers qui me sont venus en tête. Puis après j'en ai un autre quand même qui est haut dans mon palmarès. Je sais pas quels sont les tiens, Pierre Armand. Ouais, pareil, I Got Game, What Man Can Jump. I Got Game parce que c'est un des rares films de cette période, de ces années-là, où on se demande pas, en fait, est-ce que le mec sait vraiment jouer ou pas. Et ça, c'était plutôt pas mal. Tellement vrai. Voilà, on se rendait compte que Denzel Washington, il était prêt à tout, et on l'a su plus tard qu'il voulait vraiment taper Ray Allen. On se posait pas les questions avec Ray Allen. Il y a des scènes avec des sneakers, etc. Donc, I Got Game, vraiment vachement bien. White Man Can Jump, bien sûr.
pour tout ce que ça représente sur la culture street, sur pareil, les accoutrements des playgrounds. Enfin, il y a des pépites là-dedans à voir et à revoir et qui n'ont pas forcément vieilli. Moi, j'en avais noté trois autres. Space Jam, bien sûr. Le vrai, le premier, parce que ça nous avait émerveillé, je pense, ne serait-ce que pour les génériques, où on voyait Jordan en action au cinéma, donc ça nous paraissait complètement fou, à une période où il était à la retraite, donc on savait pas encore ce qui se tramait au moment où le film sortait, même si c'était au moment où il tournait ça à l'été après son retour, c'est moi qui me trompe. Ouais, mais on n'avait pas tu vois, on n'avait pas toutes On ces n'avait pas infos quand les même. infos. Ouais, Ouais. ouais. On savait pas l'histoire du dôme qui Mm. s'entraînait, qui tournait le matin, qui s'entraînait le soir avec ce qui se faisait de mieux. J'ai adoré le film Air récemment. Alors on parlait de Jordan, pareil sur la création de la signature de Jordan chez Nike. Un film que j'ai trouvé vraiment passionnant et très 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 bien réalisé et bien documenté puisque ça parle de draft 84 où Nike essaye de trouver des joueurs et on nomme tous les joueurs de la draft, les Sam Perkins, etc. Donc c'était vachement bien. Et puis on aurait pu élargir au documentaire, mais ça aurait été trop long. Par contre, un film que j'avais bien aimé moi alors toi tu n'aimes pas le foot Théo, mais tu sais que les réalisateurs avaient fait un documentaire sur Zinedine Zidane sur son dernier match au Real Madrid où il avait suivi, il y avait un certain nombre de caméras sur le terrain et tout le match était filmé. La caméra était que sur lui pour le voir et Spike Lee a fait pareil avec Kobe Bryant. Ah oui. Kobe doing work, donc c'était intéressant à regarder, voilà, de voir un grand champion en train de bosser, en train de taffer, et sans coupure, en étant uniquement concentré sur lui. Donc voilà, c'était intéressant au niveau vocal normalement, notamment de voir ça, malgré l'ambiance et malgré le bruit qu'il y avait autour, contrairement à la finale de la NBA Cup où j'ai quand même halluciné sur le fait qu'on entendait les consignes de chaque coach. Alors, je sais pas si tu t'en es rendu compte. Le ballon rebondissait, à la limite, Giannis claquait des doigts, on l'entendait aussi. Enfin, c'est la limite de. Moi, j'adore le concept de la NBA Cup, mais le manque d'ambiance de Las Vegas, pour moi, c'est limite un frein. J'ai regardé toute la fin du match j'ai coupé le son parce que ça m'agaçait vraiment de voir le manque d'ambiance, même quand les Bucks faisaient l'écart. Enfin, ça sentait vraiment pas une finale ou voilà. Alors, je sais que le but c'est de reconstruire un petit peu ce qui se fait en Europe avec les coupes, etc. Mais bon, les coupes, il y a les supporters d'un côté et de l'autre, c'est un bordel monstre. Et là, il y avait ni supporters de l'un ni de l'autre, donc c'est très dommage. C'est cette atmosphère très feutrée. On se croyait même dans la bulle à ce moment-là. Tu fais comme Mm. dans les séries AB Productions des garçons. Tu rajoutes des rires derrière ou des applaudissements. Ils sont capables de faire de l'entertainment. Tu fais du bruit. Rajoute du faux bruit. J'en sais rien. Mais c'était dommage. Bref, petit aparté pour dire que Kobe Doing Work, c'est un super film à regarder que je vous conseille de voir au casque pour bien vous imprégner et vous mettre dans l'ambiance du truc. Moi, j'en ai un autre, parce que tu parlais d'ambiance, ça me fait penser, parce que j'avais un troisième film qui est un film vraiment que j'adore, mais je sais pas ce que tu en penses, c'est le film Semi-Pro de Will Ferrell sur Oui. une franchise des billets. Là, pour le coup, il y a un mec qui s'y connaît dans le fait de mettre de l'ambiance dans une salle vide et trouver des moyens de faire venir du public. Mais c'est vraiment, voilà, moi je suis très bon public pour les films de Will Ferrell, même les plus débiles, je suis toujours partant. Donc ce film-là, je le trouve très très bon, d'autant plus qu'il y a tout un tas d'anecdotes qui sont vraies. Et encore une fois, si vous avez l'occasion de mettre la main sur le bouquin qui s'appelle Loose Balls de Terry Pluto, dans lequel il parle justement d'anecdotes de la ABS, certaines sont encore plus dingues que ce qu'il peut y avoir dans le film, donc j'adore ce film. Un autre top dont tu m'as parlé, puisqu'on parlait d'accoutrement tout à l'heure, tu m'as titillé sur mon sujet de prédilection. Bah oui. Sur comme tu sais faire Théo toujours, tu me mets le début de la phrase où je me dis oh là, je me jette, oh non, et puis après je vois qu'en fait tu m'as demandé le GOAT des sneakers, mais GOAT des sneakers porté pour jouer, c'est ça, hein, pour Ouais, game. Hein. exactement, pour jouer. J'étais curieux de savoir quelles étaient les tiennes. Alors moi, je me suis fait, attends, j'en ai combien? J'en ai noté, ouais, 4 et demi. Notamment, allez, je vais commencer. Je te donne Quatre la et demi, première, c'est tiens. parce que tu as coupé un bout de ta Jordan 6. C'est ça. C'est ça le demi. Exactement. Non, parce que j'en ai mis deux à égalité. Allez, je vais commencer par la première. Pour moi, c'est la Air Jordan 11 Low.
C'est la basket avec laquelle j'ai préféré jouer. J'en ai eu plusieurs paires. C'est vraiment, ouais. J'adore le look, j'adore le confort. C'est ma paire de basket pour jouer préférée. Ouais. C'est Je vrai, sais pas qui tu avais en premier, toi. Ouais. moi j'ai la Jordan 29. Ok. Ah oui, oui, dont tu nous avais parlé une fois déjà. Ouais. Je vous avais montré déjà avec Ouais. Alors il y a eu deux. Alors c'est marrant parce qu'ils ont fait ce modèle avec deux imprimés différents. Moi je parle de celui avec l'énorme Jumpman surdimensionné qui est sur le côté. C'est une chaussure entièrement tissée. Voilà, j'ai jamais connu mieux que ça. J'en ai encore deux paires. Et je regarde sur Vinted de temps en temps s'il n'y en a pas des paires qui reviennent. Alors elles commencent à prendre de l'âge parce que Mm. bah ça fait 10 ans pratiquement. Oui, ça fait 10 ans d'ailleurs qu'elle est sortie. Donc la semelle commence à se fatiguer, mais enfin, j'ai toujours été admiratif de ce modèle, qui est pour moi encore aujourd'hui un des meilleurs, quel que soit le. Alors moi, je suis léger, je suis petit, donc j'ai besoin de galoper, mais tu sais, à un certain âge, tu commences à avoir la qualité d'une chaussure. Quand tu l'enlèves, déjà, tu sens pas que tu l'as enlevé, et de deux, quand tu dois partir parce que il est déjà tard, la salle va fermer et que tu fais 10 minutes de route et que tu sors de ta voiture et tu sens qu'il n'y a rien qui coince, c'est que la chaussure est bonne. Eh bah oui, non, mais Donc, je ne peux qu'aller dans ton sens. Moi, la deuxième, alors je m'étais fait un petit classement perso, c'est la Reebok Questions Mid d'Iverson. Voilà, jamais joué modèle avec. ouais, que j'ai adoré. Pareil, j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur plusieurs paires à l'époque. Il y a un moment, elles étaient, avant que ça revienne la mode, vraiment les rééditions, etc. Tu pouvais les trouver pas trop chères. Il y avait un site même qui s'appelait East Bay. Je sais pas si tu te Bien rappelles sûr. voilà, sur lequel, avant donc, qu'on se fasse assassiner sur les frais de port et sur les frais d'expédition qui valaient le coup. Donc, ouais, la Reebok Questions Mid, c'est aussi un modèle que j'ai adoré. Moi, j'ai noté alors on l'a tous su celle-là, la Hyperdunk 2013, l'eau. Je sais pas si tu vois ce modèle qui était porté par des Ouais. big man surtout, et il y avait des modèles low qui étaient vachement bien. Pourquoi j'aime bien ce modèle? Parce que j'étais parti en 2014, donc ça fait 10 ans, avec des potes, on avait fait le Doing It in the Park Tour, on avait vu le documentaire de Kevin Coulier, on avait eu envie de faire pareil, donc on était parti, et j'avais amené cette paire-là pour aller jouer sur tous les playgrounds de New York. Et quand je dis tous, c'est vraiment un grand paquet, à tel point que quand j'étais parti, j'avais écrit sur le côté de la chaussure tous les terrains. À chaque fois qu'on Ah oui? partait un terrain, on avait Ah, un super. marqueur et on écrivait les terrains qu'on avait fait. Donc voilà, la Hyperdunk 2013 low, il y avait une mousse comme ça de chaque côté. Donc c'était vraiment une bonne chaussure pour jouer dehors. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les chaussures, on sent qu'elles sont moins, le modèle signature, etc. C'est moins fait pour jouer dehors quand même. Il y a C'est clair. beaucoup de technologie et notamment il y a tout un soin qui est apporté au grip. Donc c'est des semelles qui sont très tendres. Donc si vous les mettez dehors, ouais, il y a de fortes chances, sauf si vous jouez sur l'espèce de béton ciré comme vous avez à New York, espèce de quick là, tu sais, qui est Oui. un peu souple. Si vous jouez sur de l'asphalte pur et dur avec des cailloux partout, ouais, c'est pas terrible. Ben moi justement pour jouer dehors le modèle que j'ai préféré je pense c'est une Adidas, c'est la Adidas Pro Model 2 qui Eh était oui. sortie aussi en mid. Oui, c'était pas en low que je l'avais, mais c'était un modèle qui était plutôt mid. Et bah, pour les Parisiens ou ceux de région parisienne, il y avait un magasin dans le 18e qui s'appelait Zoom, qui en avait un stock monumental et qui les vendait pas très cher. Donc celle-ci aussi, j'en ai eu plusieurs que j'ai usées, râpées jusqu'au moment où c'est quasiment sur la semelle intérieure tellement tu les as usées sur le bitume. Ouais, j'ai trop kiffé ce modèle-là. Ouais, je comprends, je comprends. C'est un modèle que j'ai souvent vu, moi aussi, et que j'ai jamais vraiment essayé. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'habitude d'un sizing chez Jordan ou chez Nike, et que Adidas, aujourd'hui, en tout cas sur Marseille, c'est très difficile d'avoir des paires de baskets à essayer. On n'a Ouais. pas de shop à proprement parler comme Basket for Ballers ou Bouncewear, ou etc., où on peut aller les essayer. Du coup, il faut les commander, et par fainéantise peut-être, je prends pas de risque, alors qu'il y a plein de modèles d'Adidas que j'aurais bien aimé essayer. Par contre, bon, je vous en ai parlé cette année. Alors moi, j'ai joué longtemps avec la Jordan 14, celle de The Last Shot, là, la Ouais. noire, que j'avais usée, poncée comme il fallait. Mais moi, je vous ai parlé de la Curry 12 l'autre jour, voilà. Et ça, grand plaisir. Ça. Vraiment, que vous jouiez en 3-3, en 5-5, en galopant. Voilà. On sent que c'est vraiment une chaussure de mec qui aime bien galoper, tu vois, qui Ouais. s'arrête jamais. Voilà. Pour le cardio, c'est une chaussure à cardio. C'est parfait.
Et puis moi, pour finir, j'ai une Kobe quand même. C'était la Kobe 7. Je crois que c'est la Kobe 6 qui est souvent plébiscitée par les joueurs Mm. NBA. J'ai pas eu celle-ci, mais j'ai eu la Kobe 7 et j'avais été bluffé par le fait tu sais, de la mettre, de la chausser et d'avoir l'impression que c'était déjà une chaussure déjà faite, entre guillemets, d'être tout de suite très bien dedans. Pareil, je crois que ouais, je crois que j'avais réussi pareil, à la retrouver pas très cher à l'époque, à en avoir deux modèles et à avoir enchaîné 2 saisons de suite avec ce modèle-là. Ouais, j'ai, bah, finalement, la ligne Kobe qui est quand même devenue une Oui. ligne, comment dire, culte, hein, notamment chez les joueurs NBA. On en voit plein encore des joueurs NBA qui jouent avec des Kobe au pied. T'en parlais dans les 3 infos de la Ah ouais, semaine dernière, ouais, ouais, clairement. ça fait partie, la 5, 6, enfin, là, il réédite au fur et à mesure. C'est vrai que la 8 là, est en train de revenir. Mais bon, c'est la 6 la plus recherchée. Moi, j'ai jamais eu le plaisir de jouer avec, mais j'aimerais bien, là, ce coloris Grinch, là, était Ouais. super beau. Celui où on parle des coloris de Noël, puisque Noël approche. Voilà, je pense que c'est le plus reconnaissable. Moi, j'ai joué avec la Kobe 11, et ouais, c'est chouette de jouer en Kobe. C'est une liberté, c'est sûr. Alors, je peux comprendre pour les grands qu'il y ait un peu une incertitude. Mais bon, il faut se remettre dans le contexte que, par exemple, un mec comme Demar DeRozan, il est bien plus grand que tous nos grands Oui, qu'on c'est a vrai. dans nos clubs et qui joue en Kobe depuis toujours. Et voilà. Très bien. Bah écoute, c'était ça mes modèles fétiches. Je sais pas si toi t'en avais d'autres Bon, ouais, je peux dans t'en ton sortir coin. 40, Ouais, mais j'imagine. mais j'aimerais bien essayer une fois, tu vois, de jouer genre en Jordan 3. Voilà, puisque c'est mon modèle préféré. J'ai bien envie une fois de faire genre, oh merde, j'ai oublié mes sneakers, les gars, et puis jouer avec ça, tu vois. Juste pour voir les sensations que tu peux avoir. Comment ça tient? Ouais. Bah, ça tient, ça doit tenir, il n'y a pas de problème. Hein. N'oublions pas que des gars jouent en Air Force, même s'ils n'oublient quand même pas. Beaucoup de gens qui me disent, ouais, Rachid Wallace joue en Air Force. Mais dites-vous bien que tous les modèles signature de tous les joueurs qu'ils ont sont pas les mêmes que la chaussure de ton joueur préféré, puisque eux, ils ont des modèles qui sont en plus presque ergonomiques, renforcés. Par exemple, Devin Booker qui joue avec sa chaussure, elle est un peu plus élaborée que celle qu'on va trouver dans le commerce. Pareil, j'imagine que Rachid Wallace, il jouait pas avec une Air Force basique comme ça. Donc voilà, elles sont quand T'aurais, même pimpées. t'aurais dû prévenir Lavar Ball pour qu'il refile pas ses bibibis à son fils Lonzo, là, qui explique maintenant que c'est sans doute ce qui lui a causé tous ces problèmes de blessures à répétition. Ça aurait été peut-être une info importante. Mais ça a abîmé en tout cas le cerveau de l'autre frère parce qu'il faut voir les coloris qui sortent sur son modèle là. Bon, allez, on sait il est pas daltonien la mélo parce que C'est clair. compliqué quoi. C'est vraiment sur les boîtes il y a marqué attention flash peuvent entraîner des crises d'épilepsie quoi. Tu regardes les chaussures c'est délicat. Bref, Est-ce que t'as... Alors, J'en ai un pour toi. Quels sont pour toi les GOAT des basketteurs les plus cool? j'ai pas vu jouer Théophile Messer. Mais je pense que, Je suis pas très haut dans la liste. je pense qu'il est plutôt cool. Bon, moi, le premier est cool parce que c'est ce qui m'a donné envie de regarder le basket tellement je trouvais ça dégaine, c'était Magic Johnson. Voilà, Le forcément. sourire, tout ça. Le sourire, le manteau en fourrure, cette facilité à jouer, le bonheur d'être sur le terrain, les publicités, etc. Voilà, c'était trop cool. Voir Magic, faut dire ce qui est. Le Showtime, ce maillot Purple and Gold 32 qui gagne des bagues, Ouais, non, pour moi, c'est je trouvais que la NBA, c'était limite du cinéma hollywoodien grâce à ça. Hmm. Écoute-moi, le premier, alors, pour le coup, je l'ai pas vu jouer, mais qui m'est venu à l'esprit en réfléchissant à cette thématique, c'est Clyde Frazier, Bien sûr. à cause de voilà, ses sables dans les années 70. J'ai l'impression que c'est un petit peu lui, finalement, qui a été le premier à montrer que les basketteurs pouvaient avoir une personnalité en dehors, du moins, de ce côté-là. Voilà, on sait, en plus, il était à New York. Il y a toutes ces pubs complètement folles de l'époque. Puis il y a son fameux modèle chez Puma, quoi, qui continue à rester un modèle iconique, qui a été un des modèles iconiques du hip-hop, des b-boys des débuts, etc. Et aujourd'hui encore, je trouve ça assez hallucinant, en fait, de voir qu'il continue de commenter les matchs des Knicks avec sa diction reconnaissable immédiatement. Donc, ouais, moi, j'ai mis Clyde Frazier en premier. Ouais, je peux comprendre. Moi, en joueur cool par excellence, j'ai mis Steph Curry. Voilà, je trouve que ces dernières années, bon, il n'y a pas plus serein
sympathique, que ce soit dans ses routines d'avant-match, dans ses célébrations, dans sa disponibilité, dans ce qu'il veut bien montrer de lui, voilà. Alors que c'est un gamin qui est né avec comme on dit, une cuillère d'argent dans la bouche, mais enfin, tout est cool, quoi. Même son documentaire, même quand il galère, il est cool. Même quand il pleure, il est cool. Même quand il se fait expulser ou il jette, même quand il mâchouille son truc, il est cool. Donc voilà, il y a pas. Bon, tu vois, la finale des jeux, là, ça aurait été un autre gars, je pense, que j'aurais ultra mal vécu. Je comprends. Je comprends. Toi, ça aurait été genre Jason Tatum qui prend feu à la fin. Mais on en reviendra, j'aurais cassé un mur, il n'y a pas de problème. Mais là, non, bah là, non. Non. Puis là, le Night Night, voilà, c'est un mec vraiment trop cool. Steph Curry, Mm. c'est comme ça, tu vois, si je devais envisager une carrière de joueur NBA, tu me dis laquelle tu veux. Franchement, je réfléchis, je me dis peut-être que je prendrais lui parce qu'en plus, j'ai moins l'impression qu'il est euh, acculé comme peut l'être LeBron. Mm. Oui, même si LeBron fait exactement, il va au match quand il va voir son fils quand il va au stade voir enfin, il fait sa vie. Mais oh, c'est pas marrant, quoi, tu vois. Tu sens que l'autre jour, il y avait une image de lui en train de voir un match de foot US, il était en tribune comme ça. Tout le monde était en dessous, tu avais 300 personnes avec leur téléphone. Je sais pas si Steph Curry, et puis même, je t'ai vu quand tu vas jouer au golf et tout, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est ton pote. Donc, du Mm. coup, c'est pour ça qu'il est cool. Allez, bah oui, non, je partage complètement. Moi, j'en ai un autre. Je vais faire une dédicace à mon camarade Antoine Pimel. Je vais dire Michael Jordan avec des cheveux. Le jeune Michael Jordan, celui qui était tout sourire, qui avait l'air de. T'avais l'impression que la pression était un terme qui n'existait pas. Tu sais, un peu avant le côté rageur et rageux qu'on a découvert vers la fin, quoi. Avec voilà, c'est la fluidité qu'on lui connaît. Je pense un petit peu aux vidéos que tu as dû mater comme moi, comme Fly With Me, etc. Quand tu le vois vraiment de tout début avec cet énorme sourire. J'ai l'impression que c'est l'un des basketteurs. Celui-ci en particulier, cette période-là en particulier de Jordan, c'est vraiment le symbole du cool. Je le vois pas, tu vois, c'est marrant la perception que tu en as de le voir un rageux après, beaucoup plus renfermé. J'ai jamais eu cette impression-là, même dans The Last Dance, tu vois, je vois pas un mec renfermé, je vois un Hmm. mec déterminé, ça c'est une certitude, mais tu vois, sur les plateaux télé, qui est toujours souriant, qui malgré tout, quand il vient à Paris, par exemple, qui se prête au jeu des interviews, qui se prête au jeu des photos, qui est là, mais oui. Alors le mec certainement le moins cool du monde en privé ou dans un vestiaire, mais quand il arrive, voilà, c'est la coolitude absolue. À partir du moment où tu as envie de ressembler de haut en bas à un gars, c'est il y a forcément une part de cool dans l'histoire. Moi, j'avais Non, pas non, envie de, ouais. Vas-y, pardon. moi, j'avais pas envie de ressembler à Shaq forcément, mais Shaq, c'est trop cool. Shaq, c'est la J'avoue. vie, pareil, la vie rêvée du gars, tu vois. Aujourd'hui, la place qui s'est faite dans l'émission avec Ernie Johnson, bon, je pense que c'est un type. Il y a personne qui va venir l'emmerder, à part pour prendre une photo, lui demander quelque chose, mais c'est toutes ces vidéos où il offre des trucs aux gens, Ouais. bon, qui sont ce qu'elles sont, qui sont. Mais voilà. Et puis quand on avait appris qu'il allait être lieutenant de police ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il voulait être shérif ou marshal, enfin, j'imaginais les gars qui voyaient arriver chaque leur courir derrière. Donc voilà, chaque c'est quand même bien cool. Puis en plus la période Fushnikens, la période où ils faisaient des tournées de rap, etc. Trop cool. Ouais, je partage et je vais remonter, moi, à nouveau dans les années 70. C'est Julius Erving avec son afro incroyable, quand même, Bien évidemment. euh, avec David Thompson, l'un des deux qui ont quand même amené le basket au-dessus du cercle, avec ses arabesques. Et puis, pareil, tu sais, à part à la fois Wiz Coltin avec Larry Bird, c'est qu'il avait toujours l'air d'être quand même en contrôle, jamais trop montré ses émotions, un détachement, voilà, cool, classe. Aujourd'hui encore, enfin, il y a cette vidéo qui a été tournée, je sais pas quel âge il avait là, où tu le voyais dunker encore à 60 piges, Oui, oui, oui. tranquille, avec sa tête de beau gosse. Donc, ouais, Bah, puis les images à Rucker, où on voyait ouais, c'est clair. les gens assis sur le haut le toit des immeubles. Non, non, Dr. J. Et puis c'est sa paire de chaussures, hein, la pro modèle, enfin, voilà, moi, c'était vraiment des la pro laser, pas pro modèle, n'importe quoi.
Voilà, c'était un super joueur. Dr. J est vraiment très très cool. Moi, j'ai pensé à Steven Adams parce que je pensais à toi, ça c'est sûr, qui serait Mais cool. oui, Et puis pour d'autres raisons, Lou Williams, bien évidemment, bien trop cool. La vie de Lou Williams, qui est avec brune et blonde toute la journée, qui se promène avec ses deux petites chéries. Voilà. Ça m'a toujours fait marrer. Lou Williams, à chaque fois qu'on le va arriver, on sent qu'il peut rien lui arriver dans la vie. Il vit un peu la vie de rêve de tout basketteur dans le monde. c'est clair. Est-ce que tu as un autre top sur lequel tu veux qu'on parte? Bon, on parlait des films basket, vas-y, moi j'ai envie qu'on enchaîne sur les films tout court. Quel serait toi on va dire un petit top 5 ou top 6 de tes films préférés? Ou top 3 Ah, d'ailleurs. vas-y, bah écoute, je me suis noté un petit top 4 de voilà, mes films préférés. Je te les donne si tu veux. Et puis après, je serais curieux de connaître les tiens. Moi, il y a LA Confidential, tiré du bouquin de James Ellroy. Je trouve que c'est une masterclass, le film. Et d'autant plus quand tu as lu le bouquin, parce qu'en fait, tu peux avoir lu le livre et pas savoir ce qui va se passer dans le film, et inversement. Le travail qu'ont fait les scénaristes est assez monumental, parce que les œuvres de James Ellroy sont pas simples à adapter sur des formats courts comme un film. Voilà. Les acteurs sont incroyables, la réalisation top, Kim Basinger plus belle que jamais. Donc j'adore ce film. L'autre, c'est vraiment un film culte pour moi et un film familial, c'est Blues Brothers, qui a joué un grand rôle pour moi dans ma découverte de la musique noire américaine, la soul, voilà, avec Ray Charles, James Brown, tous ces artistes sur la bande son. En troisième, j'ai mis Ghost Dog de Jim Jarmusch avec Bonne son Forest aussi. Whitaker. Bah ouais, film incroyable et qui est un remake du film français de Melville, Le Samouraï, dans lequel avec Alain Delon, qui est tout aussi fantastique. Mais voilà, la version de Jarmusch, je la trouve incroyable avec Reza qui signe la bande son qui passe un moment pour un petit caméo. Et en quatrième, j'ai mis Carlitos Way, qui est mon film préféré avec Pacino. Ah oui, Tu sais, L'Impasse en la français. passe. Voilà, film culte incroyable sur un gangster qui essaie de sortir enfin, qui sort de prison et qui essaie de changer sa vie. Je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu. C'est vraiment un film incroyable avec Sean Penn méconnaissable. Faut se pincer pour reconnaître que c'est Sean Penn. Donc voilà, c'est les quatre films qui me sont venus en tête. C'est une très très belle sélection. S'il fait très mauvais à Noël, vous pouvez les regarder. Moi, j'aime bien les longs films. Les longs Oui, films qui c'est clair. racontent un truc. Alors, ça peut être à la fois formidable et à la fois une malédiction sans fin. J'avais adoré, par exemple, les longs films de mafieux comme Casino. Voilà, Casino, pour moi, tu parlais de Sharon Stone, totalement épique dedans. Joe Pesci, Robert De Niro. Voilà, il y a ce côté de cette Amérique qui se construit dans la violence et qui continue de le faire, mais avec tout ce qui va avec. Enfin, si vous voulez comprendre un petit peu cette Amérique des années 60, 70, etc., franchement, Casino, c'est extraordinaire. D'ailleurs, tu parlais quand même, pour moi, du grand sex symbole de notre génération, Kim Basinger, qui a totalement disparu. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais revu, depuis 8 Mile, je crois que j'ai jamais revu Kim Basinger. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'était le même réalisateur qui a fait Eight Mile que celui qui a fait LA Confidential. C'est Mm, James Gray, si je me trompe pas. mm. Ah ouais, ok. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kim Basinger, vous allez taper 9 semaines et demie. Vous tapez, il y avait quoi? Il y avait eu Batman, il y avait eu, ouais, il y avait eu donc Soleil Confidential, mais il y a eu beaucoup de films dans lesquels elle jouait où elle était splendide. Mais c'est vrai que le 9 semaines et demie avec Mickey Rourke qui avait mis sur la carte ces deux acteurs dans un film sulfureux à souhait, qui est totalement indispensable. Mais voilà. Si vous voulez voir qui était notre sex symbole ultime, c'était de loin Kim Basinger. J'ai un film que j'ai trouvé extraordinaire, mais que je ne pourrais plus jamais regarder. J'ai vu une fois, mais je pourrais pas regarder tellement j'ai chialé. C'était Interstellar. Voilà, mais un film, c'était pour moi, j'avais l'impression de voir une œuvre d'art de A à Z, mais je pourrais jamais le regarder, plus jamais. Pareil, le Loup de Wall Street, c'est un film que j'ai adoré parce que tu peux regarder la première heure indépendamment de chacune, le prendre en plein milieu et te régaler, voir la dernière demi-heure et te régaler. Et voilà, moi, j'adore les films, tu sais, qui partent d'une, qui sont sur une très longue période, en fait, et qui voient le,
le type partir de rien, devenir une ordure, tu le prends, tu l'aimes bien, et puis finalement c'est quand même une belle ordure, et puis finalement il tombe, et c'est bien pour ta gueule, mais voilà. J'aime bien ce genre de film. Bon, la trilogie du Seigneur des Anneaux, bien évidemment, même si je la regarde pas tous les jours. J'ai adoré Bon, en même temps, hein, le. si tu veux la regarder tous les jours, la trilogie, t'as intérêt à... t'as intérêt à pas avoir calé trop de réunions au taf, parce que... Exactement. J'ai adoré le Oppenheimer récemment, là, c'était. Voilà, et puis, je ne peux pas vivre sans voir une fois par an les bronzés. Je te le dis. D'accord. Voilà, Très très bon. pour moi, il n'y a pas moyen de vivre une fois par an sans avoir vu un film du Splendide, et qu'il soit bronzé fond du ski, Père Noël, Papy fait de la Résistance. Voilà, c'est impossible. Ça fait trop partie de nous, je pense. Puis là, avec le départ malheureux de Michel Blanc, c'est vrai que ça donne encore plus envie de s'y replonger. Mais voilà, je pense que les bronzés, voilà, ça reste un monument. C'est culte, ouais. Écoute, tu parlais de films longs, j'en rajoute un. Alors, c'est La Ligne Rouge de Terrence Malick sur la guerre du Vietnam, qui est un film magnifique. Et Ah, pour la le ligne coup, rouge, pardon. J'étais sur oui, la ligne pas la ligne verte verte. de. Non, non. Ouais, La Ligne Rouge, film incroyable. Et pour le coup, c'est vraiment un film qui mérite d'être vu au cinéma si vous en Ouais. avez l'opportunité, parce que les images et la photographie sont incroyables dans ce film. Et c'est fou de dire ça sur un film de guerre et bon, toutes les guerres sont sales, mais celle-ci a été particulièrement sale. Sale, pardon. Mais c'est un film qui est magnifique en fait. Les images sont folles et le casting est complètement incroyable. D'ailleurs, c'est marrant parce que Terrence Malick, c'est un réalisateur vraiment culte avec qui la plupart des acteurs hollywoodiens rêvent de pouvoir jouer un jour. Et donc en gros, s'ils t'appellent, les mecs disent oui, les yeux fermés. Donc le casting est fou alors que certains... Il y a Clooney qui joue quoi, à 3 minutes 50, un truc comme ça, un rôle anecdotique. Donc ouais, c'est un film magnifique. C'est vrai que les films de guerre, faut les voir au cinéma. Moi, je me rappelle du silence dans la salle sur l'ouverture du Soldat Ryan, Hmm. sur le débarquement, Avec le long... ouais, qu'on n'avait jamais la vu. longue Enfin, scène, ouais. on avait jamais vu ça. On avait vu ces images, limite, il y en a un qui, le pauvre, on en voit un tomber, un toutes les 20 minutes. Mais là, non, voilà. Pour moi, l'image même de l'enfer de la guerre filmée au cinéma, c'était ces 10 minutes interminables. T'as envie de sortir. Tu te dis, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, pour les films, c'était, si je pense que vous les avez déjà tous vus, mais ce sont des beaux films, des choses qu'on aime voir, contrairement à certains. Quel est pour toi les GOAT des insupportables sur un terrain de basket? Ah, pardon, j'ai cru que tu allais me dire des films les plus insupportables. Ah non, J'étais en non, train de tout composer court. une liste dans ma tête. Des insupportables, écoute, je me suis longtemps posé sur cette liste et je suis arrivé à deux noms en fait. C'est vraiment, je pense que c'est les deux joueurs jamais je pourrais, je sais pas, c'est épidermique. C'est pas une surprise hein, si vous écoutez les CQFR ou Culture depuis longtemps. Euh, Il y en a un européen, Rudy Fernandez, dont je me suis réjoui de sa retraite largement. Je regrettais hier, on enregistre ça jeudi, ils ont joué, mercredi, pardon, ils ont joué contre le Paris Basketball. Là, je regrettais qu'il puisse pas être sur le terrain pour que quelqu'un puisse aller lui mettre un petit taquet pour mon anniversaire au passage. Et l'autre, c'est James Harden. Pareil, je peux pas. Et pourtant, tu joues avec ces chaussures. Comment peux-tu jouer avec les C'est chaussures d'un fou, mec hein. que tu peux pas blairer? C'est fou, hein. Je continue à en acheter d'ailleurs et c'est assez incroyable. Alors honnêtement, pour être tout à fait honnête, la première paire, c'est une paire que j'ai eu la chance de récupérer sans avoir voilà, payer le moindre denier, parce que sinon ça me serait jamais venu en tête d'essayer ces chaussures, mais elles sont très confortables. Je suis obligé de le dire. C'est la meilleure partie de James Harden, c'est ses chaussures. C'est ça, ce que je peux dire. Ça n'aide pas à mieux défendre. Moi, j'en ai cinq, même cinq, ouais. Dylan Brooks déjà. Bon, mais lui, il a bien cherché. Il y en a trois que vous connaissez parce que j'en parle souvent de lui, Draymond Green. Joel Embiid a réussi à intégrer ma liste par son attitude cette année, cet été à Paris, voilà, tout simplement. Et puis même en général, je trouve qu'il y en a marre, ça commence à me saouler. Euh, j'ai envie de dire Asia Thomas, mais parce que alors j'ai pas, je suis très honnête, j'ai pas beaucoup vu jouer Asia Thomas des Pistons, mais j'ai envie de le taper quand je le vois. Et honnêtement, et pour finir, Kobe, quoi. Je trouvais insupportable. Vraiment le Kobe que j'ai préféré, c'est comme toi Théo, c'est celui qui s'est fin de carrière,
quand il a fini sa carrière, qui s'occupait du basket féminin, qui transmettait le Kobe de la transmission, j'ai beaucoup aimé. Sinon, moi, j'ai jamais kiffé. Je l'ai trouvé détestable sur la deuxième partie de l'histoire avec Shaq, où il y avait des matchs, il voulait pas jouer. On lui disait tu shootes trop, du coup il voulait pas prendre de shoot, il voulait pas rentrer sur le terrain. Enfin, les gens ils ont oublié ça, mais c'était une sacrée tête de nœud, tu vois, quand tu parlais des, euh, des virus dans les vestiaires, c'était un joli virus quand même. Voilà, les coups de pression, les machins. Et on parlait l'autre jour, tu sais, de la vidéo chez Jimmy Kimmel, là. Oui, Tu sais, où on voit c'est coéquipiers qui se réjouissent d'avoir gagné un Carlos match. Ouais. un match bidon parce qu'ils ont gagné et lui joue pas ce match-là et machin. Et Jimmy Kimmel montre ces images et lui qui fait la gueule en disant et l'autre lui dit mais si ça serait passé si tu avais été là à ce genre de célébration. L'autre le regarde genre jamais de la vie, mais ta gueule, mais s'ils laissent c'est des gamins, ils s'amusent, ils ont les boules, tu leur mets une muselière tout le temps, ils ont la trouille là, ils jouent au basket, ils s'amusent, c'est un sport, qu'est-ce que t'es là à faire la gueule parce qu'ils célèbrent. T'es lourd. Voilà, moi, je l'ai trouvé relou. Voilà. Mais attention hein, pour tous les gens qui commencent à dire il n'y a pas d'histoire. Je ne mets pas en cause le joueur. Je dis que je le trouvais a été clivant, quoi, quand même, Kobe. Un Ouais, joueur clivant. complètement. Complètement Super clivant. clivant. Et moi, voilà, j'aimais bien. Alors, tout le monde était clivant, seulement lui, on le savait peut-être un peu plus. Voilà, mais il y a des attitudes que j'ai pas. Voilà, j'ai pas, mais j'aurais détesté jouer avec un. Voilà. En fait, c'est ça la question. Avec qui Mm. t'aurais détesté jouer? J'aurais détesté jouer avec un mec comme ça. Et tous les gars qui kiffent à mort Kobe, imaginez-vous 2 secondes quand vous allez vous entraîner le lundi, vous avez un mec comme ça avec vous. C'est-à-dire qui vous pourrit dès qu'il y a un truc, qui est là 1 heure avant, il arrive en train de pousser. Une heure avant, 1 heure après, il vous regarde, genre vous en foutez pas une. Vous touchez pas la gonfle parce que lui, il prend 50 shoots dans le match et en plus, il fait la gueule, machin. Et si vous vous amusez, vous avez gagné sans lui, en plus, il va vous faire la gueule après. Ouais, ça va. Je pense que vous le supporteriez pas très longtemps. Parenthèse fermée. C'est clair. Mais moi, le Kobe, en fait, que j'ai bien aimé, honnêtement, parce que c'est pareil, sur tout son début de carrière, j'aimais pas du tout son attitude. J'ai vraiment apprécié celui de la deuxième partie de carrière, Bien celui, en sûr. fait, avec Pau Gasol, parce qu'en fait, j'ai eu le sentiment qu'après avoir eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire être débarrassé de Shaq et d'avoir que tout soit sur ses épaules, il a vu aussi à quel point c'était dur de gagner quand t'es tout seul. Et j'ai toujours senti, ce qui s'est vérifié par la suite, en fait, c'est qu'il était vraiment reconnaissant envers Pau Gasol de lui avoir permis Bien finalement de sûr. pouvoir aller chercher ces 2 titres qui cimentent ouais, son histoire finalement. Et j'ai eu l'impression qu'il avait plus tout à fait la même attitude non plus. Et tu sais, souvent, enfin, j'avais lu à l'époque que le Jordan après la pause du baseball n'était pas tout à fait le même qu'avant, parce qu'il avait aussi été confronté au fait que parfois, même quand tu fais du mieux que tu peux, que tu te donnes à l'entraînement, eh ben, t'es quand même pas, ça te permet pas de devenir fort tout de suite, même si on sait que finalement, vers la fin de son passage au baseball, il avait suffisamment progressé pour espérer jouer en Major League. Et j'avais lu que visiblement, voilà, ça lui a permis d'être peut-être un peu plus humain quelque part pour ces des espèces de compétiteur taré, ultra talentueux. Et Kobe, j'ai eu un petit peu ce sentiment-là aussi, tu vois, même ses interactions avec Ron Artest. Le fait, en fait, comme s'il s'était rendu compte qu'il avait besoin des autres, en fait, Bien sûr. pour gagner, quoi. Et donc ce Kobe-là, je l'ai plus apprécié. Puis après, voilà, on en a déjà parlé, mais techniquement, ça reste à ce jour, je pense, à son poste, le joueur le plus complet que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Techniquement, je pense qu'il n'y a pas un move que Kobe maîtrisait pas, donc voilà, Oui, mais comme toi, sur le tout le début de carrière, je suis complètement raccord avec toi. oui, moi, si on me demande 8 ou 24, bon, c'est 24, 20 fois, quoi. Mm. Y a pas photo. Mais tu vois, c'est ça qui me déçoit, c'est quand il est arrivé en 2010 à l'apogée pour moi, c'est lui, quoi, tu vois. Mais il se rend compte, en effet, tu vois, tu le vois même dans sa joie à chaque fin quand il gagne les 2 titres, tout de suite, il se retourne, il va chercher le ballon, mais il repart dans l'autre sens, chercher ses potes, et il saute sur ses potes, et il attrape tout le monde. Et malgré ça, après la partie on va dire 2012-2016, il redevient un peu comme ça, tu vois, quand il y a la période Dwight Howard, Steve Nash, ça marche pas, bah, c'est pas grave, il signe un gros contrat qui flingue la franchise pendant des années, qui peut pas investir, qui peut faire amener personne, qui peut machin, à tel point que regarde, quand on avait vu l'histoire de Chris Paul, on se dit mais ça changera rien Chris Paul.
Kobe, il a pas envie. Kobe, maintenant, il est à la fin de sa carrière, donc il est sur ses stats, sur son machin, sur son bidule. Et tu voyais que le dernier match, il est trompeur. Cette dernière image où il arrive, il prend D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, tous ses potes, genre, ah, vous êtes comme mes bébés. Non, on se battait les couilles. Faut arrêter de me vendre ça. Donc voilà. Il y a plusieurs étapes, mais c'est pas pour rien si on lui a consacré un MOOC entier. Hein, c'est un personnage éminemment profond, complexe et passionnant, comme tout. Ouais, fascinant. De toute façon, c'est ce qui explique son aura aujourd'hui encore. Pierre, alors là, j'ai sorti un top qui est dans le livre des GOAT, mais forcément, on va pas avoir le même que celui qui est dans le bouquin. Je me demande quels sont les dunkers en match, toi, que tu as préféré, ceux qui t'ont le plus fait te lever de ton siège. Je te les donne tous. Vas-y. J'en ai noté 6. Vince Carter, bien sûr, Vince Carter, sans aucun problème. J'avais vu, on en a parlé, le fameux Dunk of Death en direct, donc c'était complètement dingue. Jordan, parce que pareil, même regarder sur la deuxième partie de carrière, à partir de 95, 16, même 16, 17, 18, il en pète certains, mais c'est incroyable. Et je t'ai envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps, Théo, où il prend une contre-attaque, je crois que c'est à New York. Il arrive, c'est filmé du bord du terrain et tu vois un train, mais une vitesse, enfin tu vois un truc, ça dure même pas une seconde. Un mec qui s'élève et qui arrive, mais comme un train, quoi. On vous la partagera, cette vidéo, parce qu'elle est incroyable. On la mettra sur l'Instagram de Hoop Culture. Pour moi, LeBron est un dunker en match complètement dingue, quoi. Enfin, il pète des trucs. Il a dû mettre, pour moi, le dunk sur Nurkic, là, c'est un des plus beaux dunks que j'ai vu. Et puis, faut pas oublier que c'est grâce à lui, un type a crié qu'il avait dunké sans regard pour la vie humaine. Oui. Ce qu'il met sur Garnett à ce moment-là, enfin, LeBron, c'est un dunker de génie. Regardez, tapez des compilations LeBron où en fait les dunks sont enchaînés très très vite les uns derrière les autres. Vous voyez la vitesse à laquelle il arrive, la hauteur à laquelle il va, la patate qu'il met derrière, je trouve ça incroyable. Et puis pour faire vite, Anthony Edwards récemment, évidemment. Gerald Green, qui pour moi a mis un des plus beaux dunks de l'histoire en match avec le windmill, avec les Nets. Et le dernier que je m'étais noté, c'était Malik Monk. Super dunker en match. Ok, pas mal parce alors il y en a certains qu'on a en commun. Bien sûr, j'ai Jordan, j'ai Vince Carter, mais derrière moi, en premier, j'ai mis Sean Kemp, qui est vraiment. Tu vois, pour le coup, le fait de. Après, on avait moins d'images qu'aujourd'hui, hein, bien sûr, mais d'avoir regardé en boucle et en boucle et en boucle ces dunks de ce mec, où je me dis, mais comment c'est possible d'être aussi tonique, féroce, puissant. Enfin, Sean Kemp, c'était vraiment n'importe quoi. Et dans le même registre, j'ai Dominique Wilkins, le double pump en arrière. Il y en a un que j'adore, en fait, où ça commence, il rate un tir à mi-distance. Les mecs se retournent pour aller prendre le rebond. Et en fait, ils ont à peine... les mecs sont en train de se retourner pour aller prendre le rebond, que lui, il est déjà en l'air. Et t'entends, il claque le rebond comme ça et boum, il remonte derrière, il leur met un dunker qui sont, je sais même pas, il doit y avoir 4 mecs en dessous, incroyable. Et le dernier, c'est Blake Griffin. Franchement, limite, tu sais, j'ai l'impression que Blake Griffin, ça a été peut-être le premier basketteur viral. C'est-à-dire que c'était les tout débuts développement des réseaux sociaux où tu te levais pour aller voir s'il y avait une action de ce mec-là et où ça faisait le tour de la planète en quelques heures. Le Blake Griffin du début qu'on a déjà oublié, hein, c'est fou. C'était vraiment un truc, sans nom. Donc, moi j'avais cela, mais belle liste, effectivement. Anthony Edwards, je pense qu'il a une belle carrière devant lui encore pour ça. Et très honnêtement, si Zion n'était pas le Zion d'aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu. Mais alors, laisse tomber. Les dunks de Zion à Duke ou au lycée, je pense qu'en rapport poids-puissance, à part Charles Barkley, j'avais jamais vu un mec s'élever aussi haut avec une telle corpulence. Sean Kemp, ce qui était fou, c'était l'élasticité du gars. Je sais pas si tu te rappelles, il s'accrochait au cercle et tu avais l'impression d'avoir... tu sais, ces espèces de trucs là, de poupées gonflables là, de structures gonflables devant les stades là. Pareil, poupées gonflables, attention, c'est pas tout à fait. C'est pas la même chose, monsieur.
On va couper ça, c'est parce que on enregistre à midi, j'ai un peu faim. Allez, joyeux Donc, Noël. allez, joyeux Noël à tous. Et si vous avez une poupée gonflable qui ressemble à Sean Kemp, vous la renvoyez surtout, parce qu'elle est vraiment ratée. C'est pire qu'une statue de Dwayne Wade. Euh, En parlant de role-player, justement, quelle serait ta liste de GOAT de certains role-players? Ah, là, tu me parles. Alors, écoute, j'ai vraiment sorti ceux qui me sont venus en tête tout de suite, ceux avec qui j'ai été Qu'est-ce que c'est capable. pour toi le critère? Parce que c'est très difficile le critère du role-player. Parce que C'est... j'ai vu, il y a des critères, il y en a qui disent qu'il faudrait avoir starté moins de 70% de tes matchs. T'as pas le droit d'être un titulaire si t'es un role-player. C'est très, très mince. Mais bon, vas-y. Alors, moi, dans les miens, je pense que certains ont été ou sont, certains ont été titulaires. Après, il y a pas de All-Star, par contre, effectivement, grosso modo. Il y en a un, j'étais pas sûr. Il a été All-Star, mais il était pas trop dans la catégorie role-player. Mais j'avais envie de dire son nom simplement. Donc, c'est ouais, des joueurs de complément et qui font vraiment la différence. Et parfois, certains dont j'ai trouvé qu'ils avaient peut-être même plus de tempérament que parfois les stars de leurs équipes. Le premier qui m'est venu en tête, c'est Bobby Jackson, notamment aux Kings. J'ai C'est ton adoré ce chéri, joueur. lui. Bah, c'est Ben ton oui. gâté. C'est Ben ton oui, doudou. c'est mon gars sûr. Franchement, dans cette équipe des Kings, bourré de talent, j'avais toujours l'impression que finalement c'était les deux plus petits. C'est lui et Mike Bibby qui avaient la plus grosse paire de coronets ou qui se délitaient pas quand vraiment les matchs se jouaient. Donc voilà, j'ai adoré Bobby Jackson. Quand je le vois, tu sais, je sais plus dans quel staff il est. Maintenant, il est assistant coach. Mais je me dis, c'est le genre d'assistant coach avec qui que les joueurs doivent pas trop pouvoir prendre de haut parce que je pense qu'il peut mettre des coups de pression à tout le monde. C'est clair. Donc, Bobby Jackson. Après, j'en ai listé d'autres. Tu sais, toujours eu un kiff pour les intérieurs défensifs qui font le job. Et donc, il y en a deux. Le premier qui a été cher à mon cœur, c'est Scott Williams des époques Bulls. Voilà, il rentrait, il mettait des contres, il prenait des rebonds, il faisait pas beaucoup plus, mais ouais. Juste dire, parce que l'autre jour, avec Shai, vous avez fait un top 5 des joueurs qui étaient nés le même jour que vous. Scott Williams, c'était le même jour que moi. Ah bah, magnifique, Voilà. C'était un petit aparté. magnifique. Voilà. Mais Ça n'a aucun très intérêt, très mais bien. Non, mais si, parce que tu vois, Scott Williams, moi j'adore, alors que c'est un joueur qui est dans aucune autre liste que celle qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, même dans sa famille, il est pas dans les listes de ce type-là. Donc, Scott Williams, Steven Adams, dont tu parlais tout à l'heure, pour les mêmes raisons. Voilà, c'est le tempérament, le jeu dur. En fait, c'est des mecs à qui j'aurais tellement rêvé jouer. Des mecs bah, comme ça, c'est des mecs en or, quoi. Et allez, je t'en donne deux pour finir. Kirk Hinrich, parce que j'ai trop cassé les oreilles à mes camarades de la rédaction avec ce joueur en disant que évidemment, qui était honteusement sous-coté. Gros évidemment. défenseur, joueur super intelligent, hyper clutch. Et le dernier, c'est André Iguodala, mais celui de Philadelphie Voilà. Merci. avec Iverson. J'ai adoré ses premières saisons d'Iguodala. J'ai l'impression que c'était une nouvelle version de Scottie Pippen, en fait, dans le rôle du lieutenant, là, hyper athlétique, qui sait tout bien faire. J'ai adoré ce André. Après, il a fait une superbe carrière. Il était avec les Warriors et tout, c'est super. Mais celui des tout débuts, là, avec son énorme détente, j'ai adoré ce André Iguodala. Moi, j'ai bien aimé aussi. Bon, alors après, attention, hein, 2015 Warriors, il mérite pas d'être MVP des finales, ça, on est d'accord. Mais D'accord. mais c'est un joueur essentiel au rouage du truc. Moi, joueur de Sean Livingston déjà, j'aimais beaucoup. Voilà, je Ah trouvais oui, j'aimais beaucoup Sean Livingston. De ces Warriors-là, je trouvais que c'était lui pareil. vraiment puis quand on connaît son histoire, quand on sait d'où il revient, mais même, je trouvais que c'était un bon joueur. Après, moi, j'ai pris des gars qui étaient titulaires, mais que je trouvais toujours euh, importants dans le sens joueur de devoir et qui n'avaient pas peur de se montrer si les superstars pouvaient être défaillants. Tony Kukoc, numéro un, déjà. Pippen fait la gueule sur le banc, je prends le ballon, donnez-le-moi. Rien à foutre, pensez que j'ai rien à faire là. Voilà. Même si c'était un titulaire à cette époque-là ou un sixième homme, voilà. C'était quand même, pour moi, au début, on le considérait comme ça. C'était pas la superstar que c'était. Manu Ginobili, pour moi, à un moment donné, était un role player, évidemment aussi sans aucune, et je sais l'amour que tu lui portes. Le Kevin Love de Cleveland, adoré le Kevin Love de Cleveland. Je le trouvais
enfin vraiment un peu comme le Chris Bosh de Miami, tu vois, au service de ces deux superstars sans aucun problème, alors que Kevin Love était encore plus une superstar que Chris Bosh, puisque lui était vraiment un franchise player à l'époque à Minnesota. Donc j'aime ces joueurs, moi, qui, quand ils changent de club, sont capables de se mettre en retrait en disant c'est leur tour. Moi, je suis là. Vous m'oubliez pas, vous savez que je suis là, mais je suis capable de faire. Et puis plus récemment, Derrick White et Jrue Holiday, bien sûr, parce que c'est des joueurs. On parlait tout à l'heure des joueurs avec lesquels on n'aimerait pas jouer. Tu peux pas ne pas avoir envie de jouer avec un mec comme Derrick White ou même Jrue C'est Holiday, clair. parce qu'en plus, ils partagent la gonfle et il n'y a pas de problème, tu vois. Et ils aiment faire le show. Jrue Holiday qui pique la balle à Devin Booker en match 5 des finales et qui, au lieu de la garder ou de le garder pour lui, machin, balance la passe la plus ahurissante du monde au joueur le plus ahurissant de l'histoire. Tu vois, fallait vraiment la tenter et rien que pour ça. Et d'ailleurs, tu la vois quand il la lâche, avant, dans ses yeux, il y a quand même un millième de seconde où il fait c'est genre, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Allez, je te propose qu'on bascule du côté obscur. On y va. Avec les gouttes, des moments où t'as cru que t'allais casser un mur ou une table ou une fenêtre ou la tête de ton voisin qui te fait chier à cause du basket. Euh, je me permets, je vais commencer avec ma liste. J'en ai 5, Vas-y, vas-y. d'accord? Donc j'ai la demi-finale de l'Euro 2005, la demi-finale de l'Euro 2005, la demi-finale de l'Euro 2005, la demi-finale de l'Euro 2005 et pour finir la demi-finale de l'Euro 2005 où j'ai littéralement pour le Dans coup cet ordre, hein. dans cet ordre, attention, hein. Ça Dans c'est un cet- vrai classement. Voilà, j'ai littéralement mis une énorme patate dans la table qui était devant moi en ne comprenant pas comment on pouvait perdre un match plié comme ça en menant de 7 points à je sais plus combien de temps il reste. Ça reste un des. Ouais, ça reste une souffrance assez profonde, une plaie assez, voilà, assez compliquée, d'autant que derrière, il y avait vraiment de quoi aller chercher ce titre de champion d'Europe 2005. Ouais, grosse blessure pour moi. Demi-finale d'Euro 2005, au cas où t'aurais pas bien entendu ce dont je parlais, Pierre. Si vous voulez faire chier Théo un jour, vous lui offrez un t-shirt avec juste écrit demi-finale de l'Euro et derrière il y a le marqué 2005. C'est ça. Catastrophique. Moi, il y a le tir à 3 points de Ray Allen. Je l'ai déjà raconté, j'étais dans la rue en train de le regarder sur mon téléphone. Je m'étais levé pour voir le match et puis il était tard, fallait que j'aille taffer. Donc je prends le téléphone, je regarde. Il fait chaud à Marseille en juin, tu vois. Un seau d'eau glacée qui me tombe. Mais vraiment, des sueurs froides. J'ai même pas regardé la prolongation. J'ai même pas regardé. Ah, Je faisais... c'est vrai? Ah, ça, je voilà, savais pas pourquoi. voilà. J'ai même pas regardé. C'est quoi? C'est ce que j'ai fait. J'étais sur le League Pass. J'ai éteint. J'ai juste fait. Je me suis remis sur le calendrier. J'ai fait tac, tac et marqué Game 7. J'avais compris. Normalement, il n'y a rien marqué après. C'est fini. Ouais. Je suis allé voir s'il y avait un Game 7 et non, ça m'avait gâché. Le coup de J.R. Smith, ça m'avait vraiment pas fait marrer parce que j'étais vraiment vénère. Je trouvais que c'était un peu, euh, un peu too much. Mais la finale des filles, là, JO 2024, Dur, ouais. Dur. très dur. Mm. Très dur. Très dur parce que c'est imperdable et voilà. C'est le côté imperdable qui est énervant. Voilà, c'est ça. C'est que si le match t'appartient, t'as le plus et puis là, tu te gâches le plus grand exploit de l'histoire du basket français, à mon sens. Tu parles de. Tu dis qu'elles l'ont gâché elles-mêmes ou que. Il était il était à portée de main. Mm. Les hommes, à aucun moment il est à portée de main. Moi, à mon sens, c'est si proche, si loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils Mm. reviennent à 3 points, mais dès que les autres ils mettent un coup de, t'as pas l'impression que le match leur appartient. Moi, toute la finale des filles, le match leur appartient. Voilà. Même quand les autres sont devant ou quoi que ce soit, tu sens qu'elles sont en maîtrise et que les autres elles sont comme ça et qu'elles sont pas sereines du tout et qu'elles les Françaises ont vraiment les crocs dans les mollets quoi. Mm. Et il suffit de les tirer par le fond et voilà, il y a cette fin, des lancers francs ratés, un défaut d'adresse. Bon, voilà. Pour moi c'est justement ça aurait été une demi, un truc. Mais là, c'était une finale de jeu. Ça finissait là-dessus. En plus, c'était la fin des jeux, tu vois. C'était vraiment gâché. C'était vraiment triste. Euh,
Le jour où j'ai vu la photo des 75 meilleurs joueurs de l'histoire, des 75, et qu'il y avait Ouais. Damian Lillard et Gary Payton, et qu'il n'y avait pas Tony Parker, ça m'a vraiment fait chier. J'ai eu du mal, j'ai pas envie de casser un mur, mais j'étais vraiment déçu. J'ai eu envie de casser un mur quand, il y a 2 ou 3 mois de ça, je, je rate un tir pour la gagne en 3-3. Je En comprends tellement. 3-3, tir sur la gagne, je prends un rebond, je vole la balle. C'est-à-dire, je rate le shoot. Mais vraiment, il y a une égalité, c'est le shoot de la gagne. Je rate le shoot, un shoot ouvert. Mon adversaire prend le rebond, j'arrive par derrière, je lui tape la balle, je prends la balle, je repars, donc je ressors. Et là, il y a un mec qui fait, tu sais, dans ma tête, qui dit, bon, 22 h, moi, j'ai fait toute ma journée, il coupe le courant, je me retourne, je vois, je vois un gars en noir, et c'est donc mon adversaire, je lui rends la balle sous le panier, et donc interception, il a pas à ressortir, lui, il met le panier, match perdu. Voilà. Là, j'ai eu envie de passer à travers le mur. Mais vraiment, j'étais malheureux, mais t'as même pas, mais t'es une connerie. Mais Mais je suis parti, je pas dit au revoir et tout. c'est vrai. Ah ouais, parce qu'il y a une porte d'entrée, il y a une porte d'entrée où tu peux faire le tour. Et dans le complexe, il y a une porte dérobée sur le côté. J'ai pris mes affaires, je suis parti par la porte dérobée, j'ai pris ma voiture, je suis rentré, j'étais dégoulinant, j'avais même pas enlevé mes chaussures, rien du tout. Je rigole, mais je me moque pas du tout de toi, Pierre. C'est que je partage tellement ta douleur. Parce que ça, c'est les plus durs. Et ce qui est dur, c'est que des trucs comme ça, tu sais, des fois, je vis ma journée normale. Je, vis- je suis au taf ou dans le métro ou quoi que ce soit, je suis en train de faire à manger. Et j'ai un souvenir comme ça qui me revient d'un match il y a 15 piges. Et tu sais, cette espèce de boule que t'as au ventre là qui te mange les entrailles, elle revient comme si je venais de me foirer à nouveau dans la seconde précédente. Donc je compatis avec toi et tous les autres tarés pour qui le basket est autant t'es un cadeau qu'une malédiction. Donc Non, parce je que ouais, ris parce que je m'identifie tellement quoi. t'as joué 1 h 30, il y a 3 matchs partout, c'est vraiment Game 7, l'autre tu fais ça, tu perds, tu sais que 5 minutes après, l'autre t'envoie un message, bonne passe frérot, merci. Ça va durer un mois. En plus, les gars, c'est des chambreurs. Tu les entends encore rigoler. Tu sais, toi, t'es pas encore, t'as jeté ton sac dans ta voiture, tu les entends encore rigoler. Bonne passe frérot. Bonne Excellent. passe frérot, machin. Certainement la meilleure passe de ta carrière, même si elle s'achève aujourd'hui, tu vois. Ok. Tu partiras la tête haute. Enfin bon, bref. Euh, On va parler musique un peu, Théo, forcément. Vas-y, vas-y. Alors, moi, j'aimerais, ouais, on va parler musique et après, on va parler d'un autre truc parce que l'heure tourne là, je vois, et Mhm. qu'on fasse une bonne émission. On avait fait des surcotés, sous-cotés. Moi, je voudrais savoir quels sont les GOAT, tes albums of all time les plus sous-cotés. Alors j'en ai noté certains effectivement et j'ai pris pour le coup attends je reprends mais oui sur ma liste j'en ai noté 4 qui sont uniquement des disques de rap, hein. Il y a plein de disques d'autres types de musique qui mériteraient d'être dans la liste mais c'est ceux qui me sont venus en tête. Alors ils sont sous-cotés dans le sens où je pense que les gens qui les ont écoutés, qui les connaissent, ne les sous-cotent pas et savent leur valeur. Mais Bien disons que sûr, c'est quatre albums, je pense, qui devraient être connus de plus de monde, en fait. c'est ça. C'est plus ça, en fait. Je pense le projecteur n'a pas été suffisamment braqué sur eux. Euh, le premier, pour moi, c'est un de mes albums préférés. C'est le premier album de Smith Wesson qui s'appelle Da Shining. Moi, j'étais un énorme fan de tout ce collectif de Bootcamp, Black Moon, Sean Price, etc. Le premier album de Black Moon, Enter the Stage, est incroyable, mais l'album de Smith Wesson qui est sorti derrière, produit par les Beatminers, la même équipe de producteurs, c'est un bijou, c'est un joyau. Mhm. Les productions, la manière de rapper des gars, c'est... Quand tu te prends une gifle avec des mecs, t'as l'impression qu'ils ont 15... Ils ont tout compris en fait, c'est leur premier album, t'as l'impression qu'ils ont tout compris, qu'ils ont déjà de l'avance. C'est un album incroyable. J'en ai deux autres. Le deuxième, c'est le deuxième album du groupe qui s'appelle Organized Confusion, dans lequel officiait Pharoah Monch, qui fait une très belle carrière solo depuis, qui s'appelle Stress, The Extinction Agenda. Et pareil, c'est un album sorti en 94 qui est donc dans ce qu'on considère souvent comme le second âge d'or du rap. Et quand je vois
pour moi, c'est un album qui est du niveau des meilleurs albums de cette époque, que ce soit Nas, Biggie, Mobb Deep. C'est un album qui devrait être cité dans la même foulée. Encore une fois, pardon, les productions sont impeccables, les flows incroyables, des concepts complètement dingues. Donc c'est magnifique album de rap. Et pour finir, un dont je t'avais déjà parlé, Pierre Amand, c'est le premier album de Pharcyde qui s'appelle Bizarre Ride to the Far Side. Là aussi, un album novateur, rafraîchissant, qui ressemblait à rien d'autre de l'époque et qui n'a pas pris une ride. Tu sais, dans ces disques, on a tous des gens, si tu leur dis que t'aimes le rap, ils disent, ils ont, même encore aujourd'hui, qu'on des préjugés, qu'on des idées très arrêtées sur ce qu'est le rap. C'est le type de disque, je mets au défi quelqu'un qui aime la musique de pas pouvoir apprécier et reconnaître la musicalité de cet album. Voilà, c'est un album pétillant. Et le dernier, c'est un disque pour le coup dont je t'ai parlé à plusieurs reprises récemment. Pierre Armand, c'est l'album qui s'appelle Herbert de Absol du collectif TDI. Et moi, plus ça va, plus je me demande si c'est pas l'album que je préfère de tout ce collectif. Je sais Ouais, y a du monde, hein. Voilà, on connaît les carrières de Kendrick. Oh, bah oui, Kendrick Lamar, Schoolboy Q notamment, même SZA, même si je sais pas si elle fait toujours partie officiellement du collectif ou pas, mais cet album Herbert, vraiment, je trouve qui est sorti il y a 2 ans, il est plein de surprises, plein de ressources, et c'est un des albums récents que je réécoute le plus fréquemment avec plaisir, donc voilà ma petite liste, perso. Alors, encore une fois, quand on dit que l'album il est sous-coté parce on aurait aimé qu'il soit. Ça veut pas dire qu'il a été mal reçu ou quoi que ce soit. Non, non, Mm. sa valeur reste absolument incroyable. C'est juste que on aurait aimé qu'il soit plus mis en avant. Moi, je t'en ai noté ouais, quelques-uns. Dans les Roots, par exemple, je trouve que leur album live est sous-coté. Oh, tellement d'accord avec toi. Trop. Voilà. Ouais. Je pense. Je te laisse continuer, pardon, mais je m'attendais pas à ce que tu sortes ce disque-là, et je suis à 2000% d'accord avec Ah toi. bah, je pense que c'est le meilleur live d'ailleurs, des lives de hip-hop. Il y en a très peu qui sont Mm. sortis en disque, à juste titre, parce que c'est pas facile. Surtout, là, c'est un album totalement organique. Mais vous voulez comprendre la puissance du hip-hop et la manière dont c'est fait, même du beatbox, de Black Thought, etc., sur Questlove. Enfin, t'as l'impression que c'est un orchestre symphonique qui a derrière ces gars-là, tellement c'est joué, c'est bien joué. Donc cet album live des Roots, pour moi, est une merveille, mais dans leur discographie, moi je le mettrais peut-être même tout en haut. Si vous voulez comprendre ce que c'est les Roots, c'est celui-là qu'il faut écouter en premier. Une artiste que j'aime plus que tout, qui s'appelle Cléo Sol, qui avait sorti son album Rose in the Dark. Voilà, pour moi, c'est une pure merveille de soul music. Enfin voilà, même si cette artiste est assez connue, je trouve que cet album-là est magnifique. Voilà, tu vas aller dans mon sens là. Le Minstrel Show de Little Brother. Bah oui. Non, mais je Tu suis vois, complètement d'accord. Ouais. pareil. Il n'y a rien à jeter dans ces disques-là. Tout est tellement authentique. Tu vois, ils y ont mis tout ce qu'ils avaient. Voilà, moi j'aime ces premiers disques-là parce qu'ils y mettent tellement de leur cœur là-dedans. On est, on a l'impression qu'il y a une insouciance, il y a une manière dans les lyrics, dans les flows, etc. sur cet album Little Brothers. Et puis un disque que je défends tout le temps auprès des gens, c'est l'album de Semi Hendrix qui s'appelle Breakfast at Banksy's, qui est le collectif de Jack Splash et Raskas, et qui est un disque fleuve. Il n'y a rien à jeter dedans. Donc voilà, c'est pour moi des albums qui ont été accueillis par la critique de belle manière, mais qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir, en tout cas. Mais c'est des disques qu'on se doit de tout savoir un petit peu chez nous. Ouais, je vous mettrai les liens vers ces différents disques en description de la vidéo ou du podcast pour que vous puissiez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Mais ouais, très belle liste. Tout à fait d'accord avec tout ce que tu as noté, notamment sur l'album de Little Brother dont tu parles. Il y a un morceau avec Elzai qui est phénoménal, Ouais. qui s'appelle Hidden Places, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Incroyable. Donc très très belle sélection, Pierre Armand. On continue, on va parler de bouquins. Ouais. Vas-y, des gouttes de livres pour toi. Ah, Good de livre. Alors vas-y, écoute,
alors là, c'était dur. Hein. C'était dur de faire une liste c'est dur. pas extensive. Euh, Allez, je commence. J'en parlais avec Shai un peu plus tôt dans la semaine. Un bouquin d'un auteur américain qui s'appelle Don DeLillo, le livre s'appelle Outre-monde, qui est pour moi le livre le plus fantastique que j'ai lu. Incroyable. Incroyable. Ouais, c'est un pavé, hein, il doit faire pas loin de 800 pages. C'est, comme je l'expliquais, c'est ce type de livre où tu as plusieurs histoires à plusieurs époques qui trouvent le moyen de se recouper. Je vais Ouais, te vas-y. dire, pour moi, c'est ce livre Outre-monde de Don DeLillo, c'est le dunk, c'est Don DeLillo qui passe par-dessus Paul Auster. Tu vois, Ouais, je sais pas si vous voyez, mais ouais, si. c'est Paul Auster et Fred Weiss et il se prend Don DeLillo. C'est un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine. Ah bah, tu vois, Mais on faut n'en a jamais s'accrocher, parlé. hein. Faut s'accrocher Ouais, parce que c'est un pavé comme ça, c'est écrit comme ça et il n'y a pas une interstice entre, ça saute pas de ligne, tu vois, mais c'est ouais, Don DeLillo, incroyable, l'homme qui tombe, incroyable. mais tu vois, on n'en avait jamais parlé ensemble et bah, je suis ravi que tu me rejoignes sur ce bouquin. C'est effectivement tout un tas, plusieurs histoires qui, à plusieurs époques, qui s'entrecroisent et en même temps, tu suis pas que les histoires, tu suis aussi l'histoire des États-Unis et en même temps, il y a un thème de fond en fait qui est quasiment philosophique ou vraiment de réflexion sur la Bien société sûr, qui sous-tend tout ça. C'est maîtrisé comme c'est pas possible, c'est écrit de manière c'est magnifique. fou. Avec des fulgurances vraiment, ouais, enfin des fulgurances dans la plume. J'adore ce bouquin, quoi. Euh, je vais faire plus court sur les autres. Derrière, il y a James Ellroy, American Tabloids, qui est un des bouquins que j'ai lu le plus de fois, je pense, et qui fait partie de la trilogie, sa trilogie qui s'appelle Underground USA. Il y a 3 bouquins, donc il y a American Tabloids, The Cold 6000 et Blood the Rover. Et American Tabloid, c'est vraiment assez incroyable parce que c'est pareil, il prend des éléments historiques, donc c'est l'avènement des Kennedy jusqu'à la mort des Kennedy, en gros, avec t'as la, la baie des cochons, t'as les services secrets, tu as le Ku Klux Klan, tu as les mouvements, comment dire, des Black Panthers qui commencent à s'organiser, t'as tout ça et au service d'un polar noir comme c'est faire James Ellroy, je trouve incroyable ce bouquin. Et 2 autres pour finir, un sur la musique, c'est un bouquin de Brian Coleman qui s'appelle Check de technique que j'avais déjà présenté Ah oui, voilà, comme relique une fois. Donc c'est en gros, il prend une trentaine, je crois, d'albums cultes et il se dit, bah, ces albums-là n'ont pas eu tu sais, les livrets qu'ils méritaient. Donc en gros, il est retourné interviewer les musiciens qui ont fait ces disques pour leur poser des questions sur le contexte. Et donc t'en apprends beaucoup sur l'histoire des groupes, sur chaque morceau est détaillé et passé au crible, que ce soit des albums de Public Enemy, Grave Diggaz, NWA, enfin Farside, l'album dont je parlais tout à l'heure, est aussi dedans. Donc livre incroyable d'un auteur américain super et hyper sympa par ailleurs. Et le dernier dont je parle aussi récemment, c'est le bouquin 48 Minutes de Bob Ryan, dont je parle avec Shai. Voilà, un livre sur, en gros, sur un affrontement entre les Celtics et les Cavs, je crois que c'est en 86, donc la grande série saison des Celtics. Et en fait, c'est minute par minute, tu as tout le déroulé du match et en même temps, tu as tout un tas de temps morts qui te permettent d'en apprendre sur la ligue, sur les joueurs, sur ce qui se passe à ce moment-là dans la NBA, sur il y a des anecdotes assez folles sur Larry Bird notamment. Voilà, c'est pareil. En termes de maîtrise d'écriture, je trouve ce bouquin incroyable. Excusez-moi. Donc voilà ma liste de bouquins, mais bon, on pourra en parler pendant des heures encore, Pierre. Bon, j'imagine que toi, ça doit non, être mais pareil. c'est difficile de dire c'est limite vous donner quelques conseils de lecture pour cet hiver, quoi. C'est ça en fait l'histoire. Moi, je vous conseille de lire La mort du roi de Sangor de Laurent Godet, qui est une merveille épique, qui est pas un gros livre que vous pouvez lire pendant les vacances, qui est un livre extraordinaire aux éditions, vous le trouvez maintenant en poche là aux éditions Babel, aux éditions Actes Sud. Voilà, si vous voulez le souffle épique d'une écriture dans un désert africain, vous allez prendre la mort du roi de Sangor. Je vous ai parlé de Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette qui moi m'a bouleversé cette année. Si vous voulez voir ce que c'est quand on parle cette fameuse notion de grands hommes ou de grandes femmes qui avaient peur de rien pour faire défendre leur cause ou leurs idéaux, vous prenez c'est un beau pavé, ça. Vous lisez les mémoires de Serge et Beat Klarsfeld. Ça vous remet bien en place quand vous vous dites qu'il y a des gens voilà, dans la médiocrité ambiante, on va dire, et dans les gens qui aujourd'hui souvent se rappellent d'héritages un peu méconnus. Voilà, vous avez des gens comme ça qui, eux,
bah, pouvait pas laisser passer. Voilà, si vous les connaissez pas, les Klarsfeld, c'était les chasseurs de nazis, c'était les gens qui pouvaient pas imaginer une seconde que les plus grands criminels nazis soient en fuite ou encore dans la nature, et certains qui ont officié longtemps jusqu'à leur mort, notamment les Alois Brunner qui ont aidé à concevoir les régimes des d'Assad, etc. en Syrie, et à construire les pires prisons qui ont été libérées récemment. Voilà, bah, il y a des gens qui pourchassent ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a eu une série, et j'ai oublié le nom, qui a été faite sur les chasseurs de nazis. J'ai oublié le nom, je vous retrouverai ça, assez sanglante, avec Al Pacino d'ailleurs dans cette série. J'ai oublié le nom, je vous retrouverai ça. En parlant de basket, moi j'avais adoré le livre sur l'histoire croisée de Bird et Magic, quand le jeu Oui. When the Game Was Ours. Voilà, j'avais trouvé ça vachement bien. Vous le trouvez partout. Il est traduit maintenant, hein, quand le jeu était à nous, je crois que ça s'appelle. Il a été traduit Je de crois, manière ouais. très littérale. Et puis un livre que je ne me lasse jamais de remettre le nez dedans, c'est le MOOC New York dans sa version amplifiée. Franchement, les gars, vous avez fait un taf là sur ce MOOC New York qui est tellement dingue que je m'en lasse jamais. Je crois que Ah j'ai dû bah, lire chaque article plusieurs fois. Donc si vous l'avez encore à la maison et que vous l'avez pas fini, franchement, allez lire le MOOC New York de Rivers. C'est un des meilleurs trucs que j'ai lu sur le basket depuis bien bien longtemps. Et pourtant, on en a lutté des trucs sur le basket. bah merci Pierre, Armand, c'est très, très sympa. Je m'attendais pas Ouais. du tout à ce que tu cites ça pour finir. On va passer à nos coups de cœur, ou peut-être notre top 3, aller très très vite, des GOATs qui ont changé la culture de la NBA, qui l'ont amené qui ont fait ce qu'on essaye de faire nous, c'est-à-dire l'emmener hors des limites du terrain. Alors écoute, moi, c'était un classement qui était pas simple à faire. Si je devais, je te donne le top 3 tel que je l'avais noté. Le top 2, j'en suis sûr. Alors, moi, j'ai mis Michael Jordan, Allen Iverson en un et 2 Mm. pour leur impact culturel Ou top omniprésent. 5, hein. Ouais, ouais. Euh, et derrière, putain, parce qu'en fait, derrière, je suis partagé entre l'envie de citer, enfin, LeBron, parce qu'en fait, quand même, c'est une figure, voilà, planétaire. Bien C'est sûr. certainement le basketteur le plus connu à l'heure actuelle. Euh, et derrière, j'avais quand même Kobe, en fait, parce que Kobe, notamment après sa mort, on a pu voir à quel point ça avait résonné, et j'étais un peu bluffé, en fait, de voir l'impact que ça a eu dans des milieux qui sont pas ceux du sport ou ceux du basket, même en Mm. France, des artistes qui ont dit à quel point ils avaient été marqués, etc. Donc je les ai un petit peu tous les deux, enfin, pour des raisons complètement différentes, mais je les ai mis sur la même ligne tous les deux. Moi, j'avais Jordan en 1, mais tellement au-dessus, à tout niveau, hein, ça c'est sûr. Allen Iverson, j'avais marqué Penny Hardaway parce que à un moment donné, dans les années 90, il avait influencé pas mal de gens, et dans l'âge d'or du hip-hop, il n'y a pas un album de cette époque-là qui cite pas Penny, tu vois. Puis il y a eu les pubs avec le Little Penny, etc., à tel point que ça avait foutu le bordel au Magic parce qu'il prenait un peu trop de place Mm. hors du terrain. J'avais pensé à Dennis Rodman aussi, parce que je trouve que dans les années 90, il avait donné un, un air très people à la NBA, qui avait pas forcément, hein, les histoires avec Madonna, avec ce personnage très à part. Et puis Karim, parce que Karim, il était allé au cinéma, il avait fait des trucs avec Bruce Lee, est-il un pilote dans l'avion, donc je trouvais qu'il avait influencé pas mal de choses. Allez, voilà, on a fait tellement long sur nos GOAT que je te propose que de manière totalement exceptionnelle, on fasse pas nos rubriques habituelles. Voilà, on retrouvera ça en début 2025 Ouais, on pour a vous dire fait que, tellement de voilà. coups de cœur, tellement parlé tellement de choses presque reliques là, que je pense que on a fait le tour. On vous a donné tellement d'infos à donner. Si on vous en donne encore d'autres, non, là, vous avez le full package. On était avec la hotte du Père Noël, avec Théophile, Messer, qui est derrière comme ça, et avec toute sa hotte. Donc là, vous avez de quoi vous occuper pendant les 15 jours qui viennent, puisque on fait un petit break, comme tu l'as dit, Théo. Ouais, voilà. Ben, on vous souhaite en tout cas encore une fois de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On vous souhaite aussi tout le meilleur à vous ainsi qu'à vos proches et on vous donne rendez-vous en 2025 pour poursuivre les aventures du Hoop Culture. Avec grand plaisir. Bonne fête à tous. Ciao!